annonçant le début de l'enregistrement. Franck, je te laisse la parole. Et on se retrouve du coup à la fin de la présentation. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Elles seront adressées à Franck à la fin de son intervention. Merci beaucoup Françoise, merci à tous et merci à Lania effectivement dans le cadre du partenariat de cette intervention. Je vais essayer d'être le plus clair, le plus précis possible. Et bien sûr, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre à la fin. Le sujet est large et assez profond, dirons-nous. Il est technique, donc je n'aurai peut-être pas non plus une réponse à tous les sujets, mais par contre, ce que l'on pourra faire, s'il y a des questions qui étaient très précises, c'est de prendre le temps, bien entendu, dans un délai parfaitement raisonnable, dans les 48 heures maxi, d'y répondre avec vraiment le plus de précision également. Françoise, petit détail, si jamais il y avait un problème de son ou autre, comme je ne vois pas les messages, n'hésite pas à me faire un SMS. Ça marche. Alors, dans ce paysage des aides publiques actuellement en lien avec toutes nos questions, soit de crise énergétique, soit de transition écologique, j'ai fait le choix de vous présenter le sujet en deux temps. Un premier temps qui est consacré à ce que je vais appeler moi les aides défensives. Vous avez un problème immédiat lié effectivement à vos fournitures d'électricité, de gaz. Et là, effectivement, on est plutôt dans un réflexe défensif, voir qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution, comme palliatif pour y faire face. Et dans un deuxième temps, une logique plutôt d'aide offensive pour venir soutenir vos investissements, vos transformations, les impacts de vos projets en termes de transition écologique. Je ne serais même pas capable de dénombrer combien il y a de dispositifs à l'instant T dans le paysage. Ce que je veux surtout, c'est vous expliquer comment ils fonctionnent et comment vous devez vous les lire, ou comment les financeurs publics lisent vos projets pour savoir dans quelle case et dans quel niveau d'intensité ils vont pouvoir atterrir. Donc l'idée pour moi, c'est davantage de vous donner des clés de compréhension aujourd'hui. En quelques mots, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet, sur ABF Décision, donc ça fait un petit moment maintenant qu'on est partenaire de l'ANIA. ABF Décision, c'est une vingtaine d'années de travail sur ces questions de financement public, exclusivement de financement public, qu'on appelle aussi les aides d'État dans le droit européen, puisque c'est à ce niveau que le sujet est normé. C'est plus d'une centaine maintenant de collaborateurs sur ces sujets, et on a une présence nationale avec 8 bureaux. On est rentré dans l'accélérateur PME ces derniers temps national de BPI, aussi parce qu'on a une croissance assez soutenue liée à la maîtrise technique et aux équipes que l'on peut avoir aujourd'hui sur ces sujets de financement public. Alors, sur la question des hausses des coûts d'achat d'énergie, comme je l'indiquais, une catégorie d'aide que je mettais plutôt dans la catégorie défensive. On ne va pas rentrer dans le détail technique de tous les dispositifs parce que ce serait parfaitement imbuvable. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de sites ou d'informations qui peuvent recenser précisément les sujets, sujet par sujet. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est plutôt de vous aider à les cartographier. Et en ça, pour moi, il y a trois grandes catégories d'aides. Les aides que je vais appeler, en tout cas qui sont à appeler auprès des fournisseurs d'énergie. Donc là, c'est vraiment dans votre relation avec vos fournisseurs qu'il est nécessaire de voir ce qui peut être mis en place. En ça, on a deux grands dispositifs, l'Arenh et le bouclier tarifaire. L'Arenh, on est vraiment sur un achat d'une part de vos consommations d'électricité à un prix fixe, donc qui a été de 42 € du mégawattheure en 2022 et qui va évoluer en 2023. La question du bouclier tarifaire, en fait, c'est exactement le même bouclier que pour les particuliers, mais qui n'est appliqué que pour les TPE, donc c'est moins de 10 personnes, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il faut un compteur électrique de moins de 36 kVA. Si je n'ai pas ces critères, je ne suis pas éligible au bouclier tarifaire, que ce soit en 2022 ou en 2023. Après, on a une autre catégorie d'aide que je vais appeler moi automatique, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. C'est la TICFE, donc c'est un sujet de baisse de la fiscalité sur l'électricité. Donc c'est un engagement de l'État de l'ordre de plus de 8 milliards d'euros et la fiscalité a été mise à son plus bas niveau légal européen. Et puis va apparaître un autre sujet qui commence à beaucoup sortir dans la presse et qui sera également automatique, c'est l'amortisseur électricité. Alors cet amortisseur électricité va venir impacter effectivement le prix de vos achats d'électricité pour toutes les TPE qui ne sont pas couvertes par le bouclier tarifaire, donc toutes celles qui ont un compteur supérieur à 36 kVA,
et toutes les PME, donc en 2023. Et vous allez voir que ce toutes les PME en 2023 va faire bouger la mécanique des aides, donc en guichet, en subvention, qu'on va voir juste après, puisqu'elles ne pourront plus aller chercher ces subventions liées aux achats d'électricité, et donc elles pourront être éligibles sur l'amortisseur électricité, mais on va voir que pour autant, il y a des possibilités qui resteront cette logique de guichet pour elles. Donc voilà, on a un paysage avec des aides auprès des fournisseurs d'énergie qu'il faut demander, d'autres qui sont automatiques, et puis on a cette logique de guichet qui a été mise en place par le gouvernement auprès de la DGFiP, et on a un guichet qui concerne les achats de gaz et d'électricité. Et vous avez vu que dans mon tableau, j'ai fait la distinction entre les deux parce qu'en 2023, du fait de l'amortisseur électricité sur les PME, ça devient plus lisible et facile finalement de scinder les deux. Ce guichet est apparu en juillet de cette année pour les factures à partir du mois de mars. Extrêmement technique et difficile. Il a été simplifié une première fois au mois de septembre, et là, il a été à nouveau resimplifié. Je vais rentrer dans le détail juste après de la simplification qui vient d'avoir lieu. D'abord, il était sur un plafond à 2 millions d'euros, avec une catégorie complémentaire à 25, puis à 50 millions d'euros, on le verra après. Et là, dans le volet de simplification qui a été mis en place, ce plafond a été porté à 4 millions d'euros, et une autre catégorie à 50 puis 150 millions d'euros en subvention. Et vous voyez qu'en 2023, puisque les PME pourront venir chercher l'amortisseur électricité, elles ne sont plus éligibles sur le guichet. Je vais prendre le pointeur laser, si je le laisse, ça va être plus facile peut-être. Hop, hop là, voilà. Elles ne seront plus éligibles sur le guichet lié aux achats d'électricité, qui sera réservé, lui, aux ETI et grandes entreprises. Par contre, toutes les entreprises pourront toujours utiliser ce guichet pour les achats de gaz. Et là, on va voir après, dans le détail, comment fonctionne ce dispositif. Alors, justement, sur ce guichet d'aide, d'achat gaz et électricité, on a quelques règles générales qui s'appliquent quelle que soit la période. 1, il faut que l'entreprise ait été créée avant le 1er décembre 2021. 2, il faut qu'au 31/12/2021, elle soit à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou sociales, pardon. Une petite faute de frappe que je corrigerai. L'entreprise ne doit pas avoir une activité de production d'électricité ou de chaleur, et ça ne doit pas être non plus un établissement de crédit ou un établissement financier. Voilà, c'est quelques éléments qui ont été posés. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des éléments qui sont posés, mais qu'on retrouve dans le droit européen, liés au régime d'aide qui gère et qui encadre cette aide publique. Et toutes les entreprises qui sont en procédure de sauvegarde de RJ, de LJ ne sont pas éligibles. Donc, il peut être important de réagir effectivement avant quand il y a des grandes tensions qui se profilent. Alors, vous allez voir que dans la présentation que je vous fais, j'ai fait la distinction par période de facturation. Donc, pour la période de facture de mars à août 2022, on a un ensemble de critères d'éligibilité qui étaient en place. Je ne vais pas trop m'y attarder parce qu'on regarde dans le rétroviseur, il y a déjà beaucoup de documentation qui sont parues. S'il y a des questions complémentaires, on essaiera d'y revenir. Le premier critère, c'est des montants d'achat de gaz et ou d'électricité de 2021. Donc, on regarde bien les factures 2021, qui doivent être supérieurs à 3% du chiffre d'affaires 2021. C'est ce qu'on appelle une condition d'accès. On parle bien normalement d'un guichet qui est ouvert pour les factures de mars à août 2022, mais il faut regarder cette condition d'accès sur la période 2021. Et après, il fallait que sur la période de 2022, on ait un doublement du prix du gaz et ou d'électricité sur la période éligible par rapport à la moyenne de prix de l'année 2021. Donc vous voyez que cette double condition était à appliquer, ce qui n'était pas forcément très simple, effectivement, sa mise en œuvre. Et encore là, c'est la version simplifiée du dispositif, ce n'est pas la version du mois de juillet. Et par rapport à ça, on avait 3 régimes d'aide avec des plafonds qui étaient différents. Un régime à 2 millions, à 25 et à 50. Le régime à 50 millions ne s'appliquant que et uniquement que aux entreprises qui avaient une activité dans un ou plusieurs secteurs d'activité jugés prioritaires. Vous aurez la présentation au support, j'ai déjà partagé à Françoise. Le lien juste en dessous est cliquable et renvoie sur cette logique de secteur prioritaire. Sur la question du régime à 2 millions d'euros, l'idée, il était applicable pour toutes les entreprises qui subissent une perte de BE d'au moins 30% sur la période mars, avril, mai
2022, ou une simple baisse de l'EBE entre 2021 et 2022 pour la période juin, juillet, août. Donc quand je vous disais que c'est un dispositif qui a évolué, vous voyez qu'on a des conditions d'assouplissement qui se sont mises en place dans le temps. Ou alors un EBE négatif sur la période éligible. Et dans un cas comme celui-ci, on a une aide qui est portée à 30% des coûts éligibles. Pour le régime à 25 millions d'euros, on a des conditions d'accès qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il faut avoir un EBE négatif sur la période éligible et une augmentation des coûts éligibles supérieure ou égale à 50% en valeur absolue de l'EBE. Et dans un cas comme celui-ci, on pouvait aller chercher 50% des coûts éligibles et non plus 30%, mais limité à 80% du montant total de la perte. Et concernant le régime à 50 millions d'euros en termes de plafond, on est sur les mêmes conditions, mais appliquées au secteur prioritaire. Et dans un cas comme celui-ci, le taux de soutien bascule donc de 50 à 70% et toujours avec cette limite à 80%. Ça, c'est le régime qui a existé pour les factures de mars à août 2022. Si jamais des entreprises ne l'avaient pas encore mobilisé, il peut encore être possible de revenir en arrière. Il y a un petit tableau récapitulatif sur le dispositif, c'est des synthèses. Alors attention, hein, on est sur des synthèses de textes qui sont lourds et techniques. Il faut après rentrer dans le détail des conditionnalités, des formules de calcul pour savoir si c'est applicable ou non à l'entreprise. Mais il y a déjà des conditions d'accès qui sont importantes de bien checker, bien baliser sur la question du rapport entre les factures et le chiffre d'affaires de 2021 et la question de l'augmentation des coûts et la question de l'impact sur le BE. Ce sont des conditions d'accès qui ne sont pas négociables. Sur la période de septembre à octobre 2022, c'est la période effectivement la plus récente, puisque cette évolution dans le dispositif, le guichet a été ouvert le 19 novembre, et on va venir couvrir uniquement les factures de septembre et ou octobre 2022, avec un plafond qui a été revu à 4 millions d'euros. Donc là, on vient bien pouvoir faire travailler ce dispositif, qui du coup est un peu différent du précédent, il est dans la continuité, mais les conditions d'accès ont changé. On ne vient regarder que les factures d'un premier temps de septembre et ou octobre 2022, une entreprise pouvant faire une demande pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre ou pour les 2 mois. Dans les conditions d'accès, on a le prix de l'énergie sur la période de demande, donc septembre et ou octobre, hein, qui doit avoir augmenté de 50% par rapport à la moyenne prix payée en 2021. On doit avoir des dépenses d'énergie pendant cette même période de demande qui sont supérieures ou égales à 3% du chiffre d'affaires de septembre et ou octobre 2021. Donc on voit qu'on a toujours cette logique d'impact par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ça, c'est à comparer par rapport à la période de demande. Et dans ce cas, on a une aide qui est calculée selon une formule qui a été à nouveau simplifiée. Et cette formule doit s'appliquer mois par mois, énergie par énergie. Et je vais revenir sur cette logique d'énergie par énergie. On vient prendre en compte dans la formule de calcul la quantité, le volume consommé sur le mois, et on plafonne à 70% des consommations de 2021. Le prix payé en moyenne sur le mois, donc c'est ce que vous retrouvez en P dans la formule, donc là pour 2022, qu'on vient regarder, comparer au prix annuel moyen payé en 2021, que l'on vient majorer de 50%. Et ça nous fait notre formule de calcul, et sur ce donc on prend 50% de cet ensemble pour arriver au montant d'aide publique qui lui est même plafonné à 4 millions d'euros. Attention, il y a une évolution significative, mais moi j'attends encore, vu de ma fenêtre, quelques textes complémentaires, même si aujourd'hui je vois que dans les tableurs de calcul qui régissent le dispositif, ça apparaît déjà. Les factures de chaleur ou de froid produites à partir de gaz et ou d'électricité sont également éligibles, ce qui n'était pas le cas dans la précédente période pour les factures de mars à août 2022. Donc c'est effectivement là un élément d'élargissement qui est extrêmement important, parce que ça peut venir concerner et impacter énormément d'entreprises. Et dans ce cas, ça veut dire que vous avez les factures d'électricité qui peuvent être regardées, les factures de gaz qui peuvent être regardées, les factures de chaleur, les factures de froid, tout à partir du moment où elles sont produites à partir de gaz ou d'électricité. Donc cette formule de calcul vient s'appliquer au mois le mois, énergie par énergie, ce qui vient quand même un petit peu complexifier la demande. Et effectivement, ceux qui ont déjà commencé à regarder les tableurs Excel qui tournent derrière,
il faut prendre le temps de les compléter correctement pour pouvoir arriver sur la formule de calcul. Donc ça, c'est pour la période effectivement de septembre-octobre 2022. Toujours pour cette période de septembre-octobre 2022, donc là, on avait ce premier palier quelque part à 4 millions d'euros d'aide. On retrouve également deux autres paliers donc, qui ont été portés non plus à 25 et 50 millions, mais 50 et 150 millions d'euros d'aide publique en subvention. Ces guichets devaient ouvrir fin novembre. Et on a effectivement des conditions d'accès qui sont un petit peu différentes. Il faut qu'on ait un prix d'énergie sur la période de demande qui a augmenté à nouveau de 50% par rapport à la moyenne prix de 2021. Et il faut qu'on ait des dépenses d'énergie pendant la période de demande supérieures à 3% du chiffre d'affaires septembre-octobre 2021. Donc là, on retrouve les mêmes conditions que précédemment. Ou des dépenses d'énergie du premier semestre 2022 qui soient supérieures à 6% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022. Là, effectivement, ça vient amener une nouvelle souplesse pour des personnes qui auraient vu des évolutions effectivement très significatives dans leur rapport chiffre d'affaires facture en 2022 par rapport effectivement à 2021. Et dernière condition, il faut avoir un EBE négatif ou en baisse de 40% sur la période de demande, cette période de demande étant septembre et ou octobre 2022. Ça, c'est pour la mécanique, effectivement, pour ce guichet à 50 et 150 millions d'euros de subvention. Et dans ce cas, on a une aide publique la formule de calcul est exactement la même, qui est à appliquer mois par mois, énergie par énergie. Et on prend 65% effectivement de l'ensemble de la formule de calcul. Et pour les entreprises, pour le plafond à 150 millions d'euros, on prend 80% de cette formule de calcul. Pour les factures à venir, puisque là, effectivement, on parlait des factures de septembre-octobre, donc pour les factures de novembre-décembre, pour l'année 2022, les conditions vont être identiques, avec toujours ces plafonds à 4, 50 et 150 millions d'euros. Les ouvertures de demandes vont se faire début 2023. Et par contre, pour les factures de 2023, c'est ce que j'expliquais au tout début, pour les factures d'électricité, toutes les PME bénéficieront automatiquement de l'amortisseur électricité, ce qui veut dire que le guichet de subvention pour leur facture d'électricité ne leur sera plus accessible. Et ce guichet sera concentré donc, sur toutes les ETI et grandes entreprises pour les factures d'électricité et toutes les entreprises pour les factures de gaz, puisqu'il n'y a pas de logique d'amortisseur sur les factures de gaz. Attention, les plafonds d'aide à 4, 50 et 150 millions d'euros s'entendent au niveau du groupe, plutôt dans le droit européen, ce qu'on appelle l'entreprise unique, c'est-à-dire qu'il faut regarder les détentions capitalistiques entre sociétés. Sans rentrer dans le détail, partez du principe qu'à partir du moment où vous avez moins de 25% de détention capitalistique entre une société A et une société B, on va considérer toutes les entreprises, toutes les entités comme autonomes. À partir du moment où vous avez franchi le seuil de 25%, ça a une conséquence, c'est-à-dire qu'il faut prendre le taux de détention précis pour venir appliquer de l'un sur l'autre sur les chiffres d'affaires, les effectifs, et vous pouvez sauter des seuils. Et donc, du coup, c'est ce qui va permettre de comprendre effectivement cette logique d'entreprise unique dans le droit européen. Et si vous avez plus de 50% de détention, là, on rentre effectivement, parce qu'on prend 100% de l'ensemble. Là, c'est accessoire, mais il faudra effectivement quand même regarder et faire attention. Donc, ce premier effectivement, élément, c'est effectivement la taille du groupe, qui est le demandeur. Il est important de regarder quels sont les impacts d'une société sur une autre pour constater les plafonds. Et ce plafond sera regardé sur la période de mars 2022 à décembre 2023. Donc là, on parle bien des périodes de facture, comme j'évoquais juste avant. Et il faut y inclure ce qui aura été touché sur les précédents guichets d'aide plafonnés à 2 millions 25 et 50 millions d'euros sur la période de mars à août 2022. Donc, vous voyez qu'effectivement, ces plafonds ont été revus à 4, 50 et 150 millions d'euros, mais il faut y inclure dedans ce que l'entreprise aura déjà perçu sur les guichets précédents et regarder cette logique de quelles sont les entités qui sont liées à ma société qui auraient également pu faire une demande. Dans les cas de situation de groupe assez autonomes dans leur gestion, dans leurs achats, ça va être un léger casse-tête de savoir quelles sont les entreprises qui ont fait demande, qui n'ont pas fait de demande,
il va y avoir une centralisation qui va être opérée pour ne pas générer de dépassement de plafond qui pourrait rendre effectivement l'aide caduque, ce qui serait un problème effectivement, entre autres de droit européen, puisque l'entreprise, comme le financeur public, doit respecter les règles qui ont été fixées par la Commission européenne. Donc voilà pour ces aides au paiement de vos factures. Donc si je remets juste le tableau de synthèse, donc pour moi le plus important, ce qui est à bien à comprendre, c'est des aides auprès de vos fournisseurs d'énergie, des aides automatiques, un guichet auprès de la DGFiP, un guichet qui évolue en fonction du moment de vos factures, donc une première période de mars à août 2022, actuellement septembre-octobre. On va connaître novembre-décembre en début janvier. Et pour les factures 2023, la mécanique évolue également avec l'arrivée de l'amortisseur électricité pour les PME et donc cette fermeture au guichet électricité. Et à noter également l'impact, la prise en compte des factures de chaleur ou de froid produites à partir de gaz et électricité. Donc voilà pour ces premiers éléments. Franck, peut-être qu'on peut répondre aux questions sur cette partie-là avant de passer aux aides sur la transition écologique. Alors attends, je les récupère parce que j'étais. Moi, je ne les vois pas. Ouais. Tu me dis. Alors, donc Anne-Céline Contamine qui demandait si la TICFE était automatique. Ah, est-ce qu'il y a des possibilités de remboursement a posteriori, du coup? En théorie, j'aurais tendance à dire que oui, puisque c'est un élément de fiscalité. Il faut regarder précisément la situation de l'entreprise, mais normalement, à partir du moment où elle a bougé pour l'année 2022, si l'entreprise ne l'a pas, si ça n'a pas été appliqué, j'aurais tendance à penser que oui, on doit pouvoir revenir en arrière. Ok, sur les factures 2023 qui seront sans doute aussi concernées, a-t-on déjà une idée du dispositif qui va s'appliquer? J'ai l'impression que c'est un peu évolutif, c'est un peu tous les jours que ça change. Oui, là, moi, pour le moment, je ne m'engage pas. On voit des trajectoires qui se dessinent, mais je n'ai pas encore de texte précis avec des montants. Alors, pourrez-vous préciser les notions de groupe? Oui, alors ça, il y a plusieurs questions là-dessus. Et de sirène, auxquelles les aides guichet se réfèrent. La question revient plusieurs fois. Ok, alors je vais revenir sur cette logique de groupe. La redétailler un petit peu, parce que j'ai peut-être pas été clair non plus, parce que j'ai voulu le faire assez vite. Ce qui est important, c'est, je vais prendre l'exemple, un des exemples les plus courants. J'ai une société A, une société B, et j'ai un lien capitalistique entre A et B. A détient B, par exemple. Si A détient B à moins de 25%, je coupe les branches. Tout le monde est autonome, chacun fait ses demandes, il n'y a pas de cumul de l'un sur l'autre. Si A détient B entre 25 et 50%, là, je vais devoir considérer que les deux entreprises sont ce qu'on appelle partenaires dans le droit européen. Et donc, si A détient B à hauteur de 30%, je prends 30% du chiffre d'affaires de A, 30% du chiffre d'affaires des effectifs de A, et je viens appliquer l'ensemble à B. Là, effectivement, il y a une consolidation, entre autres pour le statut PME, TI, grande entreprise, qui est important à comprendre. Mais c'est aussi ce qui va nous faire la question de définition de l'entreprise unique dans le droit européen. Donc là, on est une entreprise. Il y a un lien effectivement partenarial entre ces sociétés, donc il y a une agglomération qui doit se faire. Et si on a plus de 50% de détention capitalistique entre A et B, là on prend 100% de l'ensemble. Donc là, dans la consolidation, c'est extrêmement simple, les questions ne se posent plus. Donc, quand on a une société, je ne sais pas, une holding française, mettons l'exemple d'un groupe international avec une holding française, on va faire la consolidation au niveau de la holding française, en tout cas pour cette aide publique, pour ces guichets à 4, 50 et 150 millions d'euros. On va regarder tout ce que détient cette société. Et s'il y a un ensemble de sites répartis sur le territoire national, ça va être important de bien s'assurer, de regarder quels sont les sites qui ont fait les demandes d'aide, puisque les plafonds à 4, 50 et 150 millions d'euros seront à regarder de façon consolidée sur ce qu'on appelle l'entreprise unique dans le droit européen. Donc tout ce que détiendra à plus de 25% notre société holding nationale. Ce qui va du coup, dans certains cas de figure pour les très grands groupes, aller générer un atteinte de plafond qui peut être assez rapide dans ce domaine. Donc ça va être à surveiller. D'accord. Il y a plusieurs questions sur les entreprises, les prestataires éligibles.
Est-ce que les entreprises ferroviaires qui assurent certains des transports sont éligibles? Est-ce que les transports routiers utilisant du GNV sont éligibles? Je ne sais pas s'il y a une liste en fait de... Alors, je vais m'arrêter sur le... Hop, 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 hop. Je vais répondre là pour la partie du dispositif pour les factures de septembre-octobre 2022. Là, sur ce dispositif, toutes les entreprises sont éligibles, quel que soit leur secteur d'activité, hormis celles qui auraient une activité de production, de vente d'électricité, de gaz, qui, elles, sont exclues, ou les établissements de crédit ou les établissements financiers. C'est les seules exclusions qui sont prévues dans le texte. Pour les autres sociétés, il n'y a pas, effectivement, d'autres conditions d'accès liées au secteur d'activité. À part pour la frange à plus de 150 millions d'euros d'aide, où là, il faut faire référence à une liste d'entreprises d'activités prioritaires. Si je suis dedans, effectivement, mon plafond peut basculer à 150 millions d'euros. Si je ne suis pas dedans, je n'y ai pas dedans. Il y a une question justement, tant que tu es sur cette slide, sur le calcul des 3%, le critère des 3%. Est-ce qu'il se calcule en divisant les charges de septembre 2022 par celles de 2021? Est-ce qu'il se calcule sur les charges de 2022 par mois? On a, que je me remette bien dedans, dépenses d'énergie pendant la période de demande supérieure à 3% du chiffre d'affaires septembre-octobre 2021. On regarde les charges. Ta question, c'est est-ce qu'on les regarde mois par mois? Pardon, j'avais fermé mon micro. Oui, la question, c'est est-ce que c'est septembre sur septembre ou... Oui. En fait, l'entreprise peut faire la demande sur la période septembre, sur la période octobre, sur la période septembre-octobre, mais quand elle fait la formule de calcul, c'est bien mois par mois, énergie par énergie. D'accord. Et une dernière question, je te laisserai continuer. Ensuite, il y en a d'autres, mais toujours sur la notion de groupe, le plafond, il se regarde au niveau du groupe, mais pour les autres critères, genre les dépenses d'énergie, le chiffre d'affaires, est-ce que c'est toujours au niveau du groupe ou est-ce que c'est au niveau de l'entité? Là, moi, j'ai un petit flou parce qu'entre toute première version du dispositif et ce qui est aujourd'hui, pour moi, il faut le regarder au niveau de l'entité qui fait la demande. C'est-à-dire que si j'ai une société fille paumée à l'autre bout de la France, entre guillemets, ce qui fait la demande, c'est elle, c'est par rapport à ses critères à elle, ses factures à elle, qu'il faut regarder le ratio. Parce que sinon, après, la question de la consolidation ne devient pas logique. Il y a une question aussi sur les dates limites pour demander ces aides-là. Joker. Joker. Je sais qu'actuellement, le guichet sur la période de mars à août 2022 est toujours accessible. Donc, l'entreprise qui ne l'a pas fait peut toujours le faire, au moins pour la deuxième frange de cette période, c'est-à-dire juin, juillet, août. On a pour la période là, septembre-octobre, je ne sais pas jusqu'à quand l'entreprise pourra le faire. Je ne sais pas jusqu'à quand le guichet sera ouvert. Oui, la minute pour qu'il reste ouvert, mais Ouais. on n'a pas non plus de réponse. Je te laisse passer à la deuxième partie de la présentation. Merci. Donc là, on était plutôt sur des logiques d'aide défensive. C'est une logique plutôt offensive, et là, quand je dis offensif, c'est vos projets, vos transformations, vos investissements, votre stratégie. Il faut voir qu'on a un ensemble de financements publics mobilisables, d'acteurs, qui sont extrêmement importants. Je vais prendre trois grandes catégories. C'est toute la frange européenne, donc aide directe de la Commission européenne ou aide indirecte de la Commission européenne sur ce qu'on appelle les FESI, qui sont dans les mains des différentes régions de France. Et en ça, on va retrouver vous concernant entre autres le FEADER et le FEDER. Tout ce qui va être aide nationale avec l'État et ses agences. Et puis après, on va retrouver toute la frange d'aide territoriale avec les régions et les EPCI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, petit rappel qui est important, hein, toute aide publique est interdite pour des raisons de distorsion de concurrence, mais il y a des cas dérogatoires. Un financeur public qui va venir soutenir une entreprise, un projet, doit respecter les cas dérogatoires du droit européen. Et c'est tout l'enjeu pour l'entreprise de comprendre ces règles du jeu pour savoir comment va être lu un dispositif, en tout cas un projet pour un financeur public, et ne pas tomber à côté des cases. Ce qu'il faut voir également, c'est que, excusez-moi, j'ai un petit problème d'écran, voilà, c'est bon. Ce qu'il faut voir également, c'est que actuellement, il y a de l'argent pas mal d'argent public lié à ces projets de transformation.
La question de la transition écologique s'est considérablement renforcée. On voit d'ailleurs entre autres le budget de l'ADEME qui, là maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, évolue de façon très significative, par exemple, mais ce n'est pas le seul endroit, il ne faut pas raisonner juste transition écologique égale ADEME, il y a beaucoup d'autres endroits où on va pouvoir aller creuser. On a tout un bloc européen à gauche de plus de 1800 milliards d'euros sur la programmation 2021-2027. Dans ces 1800 milliards d'euros, la majorité des aides sont à demander directement auprès de la Commission européenne, très majoritairement ce qu'on appelle des projets collaboratifs, de temps en temps des projets individuels. Et quand on a des projets individuels avec de l'innovation, des ruptures et des impacts environnementaux très significatifs, il est possible d'aller directement chercher des aides auprès de la Commission européenne. Et dans ces cas de figure, on est plutôt sur des aides avec taux d'intensité entre 40 et 70% dans certains cas, et des montants qui vont aller sur 2, 3, 4 millions, 10 millions d'euros, parfois en subvention. On peut avoir des vecteurs assez intéressants à aller creuser, mais encore faut-il avoir une rupture dans le côté innovant de la chose et des projets qui ont des très forts impacts environnementaux. Ça peut être lié à des produits, ça peut être lié à des procédés, ça peut être lié à des services. Le tout, c'est de bien mesurer l'économie carbone qui est liée à ces projets. Sur ces 1835 milliards d'euros, on a ce qu'on appelle ces fameux FESI, c'est-à-dire le FEDER, le FEADER, le FSE+, et le FEAMPA, qui sont ce qu'on appelle les fonds pour lesquels ce sont les régions, donc pour la France, qui sont autorités de gestion. Donc chaque région de France a une poche de FEDER, une poche de FEADER, une poche de FSE+, qui lui sont allouées. Et chaque région de France paramètre, programme l'utilisation de ces fonds comme elle le souhaite, tout en respectant la trajectoire politique européenne. Et actuellement, on a ce qu'on appelle les documents de mise en œuvre de ces différents fonds et les programmes de développement qui sont en train de tomber dans chacune des régions. Donc on commence juste pour la période 2021-2027 à avoir une visibilité de comment vont être utilisés ces fonds européens, FEDER, entre autres FEDER, FEADER. Donc c'est à partir de fin d'année ou début 2023 qu'ils vont commencer à tourner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du soutien aux transformations des entreprises se retrouve quasiment dans toutes les lignes, dans tous les cahiers des charges, dans toutes les mesures qui seront prises. Dans 2 cas de figure, soit ça sera une condition d'accès direct, parce que c'est le projet de l'entreprise, c'est vraiment le sujet qui est soutenu, soit ça sera un élément bonificateur dans une grille d'analyse qui sera prise, dans lequel on regarde l'impact, la question du développement de l'emploi peut-être, on regarde d'où viennent les matières produits, les produits, les entrants, les sortants. Et la question de la transformation de l'entreprise sera aussi regardée. C'est une grille d'analyse. Et dans ces grilles d'analyse, chacune des régions fait également l'analyse comme elle le souhaite. On a des régions qui vont regarder ce que l'entreprise a mis en place un bilan RSE avec une activité, avec une trajectoire RSE, d'autres qui vont regarder l'impact sur la maîtrise des effluents, par exemple. On a plein de grilles différentes qui vont se faire région par région pour pouvoir mobiliser aussi ces dotations européennes. Attention, à ce stade, je parle juste de dotation, je ne parle pas de dispositif. Tout à droite de ça, on va avoir l'utilisation par les régions elles-mêmes de leurs propres dotations. Donc là, je ne suis pas sur les fonds européens. Et en rythme normal, on considère que c'est 8 à 9 milliards d'euros par an. Et tout ça, c'est paramétré dans ce qu'on appelle les schémas régionaux de développement à l'économie et à l'innovation internationale. Donc c'est ce qui permet finalement de définir la politique région par région et à quel endroit on a des soutiens dans le domaine économique. Et puis, on a au milieu de ça l'État et ses agences. Donc, on a connu France Relance avec ses 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, on connaît France 2030. On parle de 34 milliards d'euros, mais de plus en plus, on parle de 54 milliards d'euros de France 2030. Pourquoi? Parce que France 2030 est venu englober également le 4e programme des investissements d'avenir, doté de 20 milliards d'euros sur la période 2021-2025. C'est pour ça qu'on parle souvent de 54 milliards d'euros de France 2030 aujourd'hui. Et puis, on a toujours tout ce qui est fiscalité de la R&D. Là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne m'arrête pas sur les questions de crédit impôt objet, ce n'est pas l'objet. Dans ces différents plans, l'argent qui est déterminé vient irriguer ce que je vais appeler moi les agences d'État. BPI France, l'ADEME, France Agrimaire, les agences de l'eau, l'agence bio, donc là c'est souvent des agences qui sont très proches des entreprises agroalimentaires. Chacune a ses dotations, chacune a des attentes par rapport à l'utilisation de ces fonds, avec leurs propres dispositifs et la capacité d'intervenir. On notera quand même qu'on est sur l'ADEME, on est sur des budgets qui sont en permanente hausse maintenant depuis plusieurs années, et on a un budget 2023 qui est à nouveau en très forte hausse,
l'ADEME, sur ces questions de transformation et de transition, devient un élément important. On le voit nous aussi dans les équipes, puisqu'on a aujourd'hui des renforcements importants dans les équipes, dans les instructeurs de dossiers au niveau de l'ADEME. C'était nécessaire pour pouvoir avoir un outil efficient au contact des entreprises. Là, c'est une rapide synthèse, effectivement, pour dire que si je prends la période 2021-2027, on prend France Relance, pardon, on est plutôt en fin d'engagement, c'est ce que vous avez ici. Il y a encore 5-6 milliards d'euros à engager. Les projets sont plutôt déjà identifiés. On n'est vraiment que sur les questions d'engagement de fonds. Par contre, le France 2030, le PIA 4, ce qu'on appelle les contrats de plan État-région, toutes les interventions des régions et le programme européen, on voit qu'on est plutôt à un moment de démarrage pour certains de dispositifs d'utilisation de ces dotations et de ces fonds. Donc ça veut dire qu'il est important de projeter la stratégie des projets de l'entreprise pour réussir à identifier les silos de financement public mobilisables. Et moi, mon objectif juste après, ça va être de vous permettre de voir dans ces questions de transition écologique, à quel endroit je peux chercher à projeter mon entreprise. Dans les trois grands plans étatiques, alors je vais faire une parenthèse tout de suite. Là, ce que va suivre, ça va concerner que les plans France Relance, France 2030 et PIA 4. Mais ça veut aussi dire, si vous avez bien suivi ce que je vous indiquais avant, du côté des régions, il y a des possibilités, également sur les questions de transition écologique. Et c'est important de pouvoir correctement les cartographier aussi. Donc attention, ça ne vient pas couvrir ce que je vais faire là, la question d'intervention des régions et entre autres de l'utilisation des fonds européens. Donc quand on regarde les trois grands plans, on peut voir qu'on peut les scinder en 6 grands thèmes et que ce sont dans ces thèmes qu'on a des dispositifs et des appels à projets qui vivent, qui vont, qui viennent au gré des semaines et des mois. On a un item décarbonation de l'industrie, quand on regroupe tout, c'est un peu plus de 5 milliards d'euros. Un item énergie renouvelable à plus de 2 milliards d'euros, ville durable un peu plus de 600 millions d'euros, bois et forêt, produits biosourcés et la partie recyclage. On a même vu d'ailleurs ces derniers jours un nouvel appel à projet intervenir dans la question du recyclage et de la réutilisation du plastique. Et quand on a cartographié effectivement ces différents thèmes, on voit qu'il est possible de venir voir quels sont les appels à projets qui sont actuellement ouverts. À nouveau, je ne rentre pas dans le détail parce que je ne veux pas faire une grande messe de présentation de dispositif par dispositif, parce qu'en général, au bout d'une demi-heure, j'ai perdu tout le monde. Vous aurez le support et vous avez les différentes thématiques avec les dates. Si vous avez des questions avec nos équipes, on sera parfaitement disponible. Donc, une question liée à la question décarbonation de l'industrie et énergie renouvelable, ce que j'évoquais juste avant, la partie recyclage et réutilisation aussi. Toute la partie produits biosourcés, carburant durable, ville durable, bois et forêt. Je ne m'arrête pas dessus. Ce qui est surtout important, c'est cette diapo. Pour moi, c'est la plus importante aujourd'hui à bien comprendre et à bien connaître. Dans le domaine de la transition écologique, je l'indiquais juste avant, et ça c'est le rappel le plus important, c'est ce que vous avez en bas. Toute aide publique est interdite pour des raisons de distorsion de concurrence, quel que soit le sujet. Donc, ce qui va être important, si je veux que mon entreprise, mon projet soit soutenu dans mes investissements, mes transformations, c'est de voir quelles sont les règles publiques qui sont utilisables, les règlements dérogatoires, pour venir mobiliser une aide auprès de tel ou tel financeur public. Et dans un cas de figure comme celui-ci sur les questions de transformation, de transition écologique, en fait, un projet sera lu de 2 façons différentes. Première hypothèse, le progrès environnemental, c'est l'objectif premier du projet. C'est des projets de R&D, c'est des projets qui vont porter directement sur la performance énergétique de mes procédés, de mes bâtiments. C'est l'amélioration de la performance environnementale d'un produit, d'un service. Dans un cas comme celui-ci, la première clé de lecture, c'est vraiment l'objectif premier du projet, que ce soit le progrès environnemental. Et le deuxième cas de lecture, c'est le progrès environnemental n'est qu'une résultante ou une caractéristique secondaire d'un projet. Nous, on utilise beaucoup ce vecteur sur des questions de développement capacitaire, de nouveaux sites industriels, de modernisation des installations industrielles, dans lequel il va y avoir des incidences environnementales, mais ce n'est pas votre objectif premier. Dans les 2 cas de figure, les règles dérogatoires européennes utilisées ne sont pas les mêmes. Alors, on a une première règle, qui est peut-être la règle la plus connue des entreprises, mais pour nous, qui est une voie de garage, c'est la règle de minimis. Elle est bien parce qu'elle est applicable à toute entreprise, toute taille d'entreprise, tout secteur. Il y a différents plafonds, mais le plafond le plus connu, c'est 200 000 € sur 3 exercices glissants.
Donc, à partir du moment où je dépasse, où j'ai atteint les 200 000 euros, cette règle de minimis n'est plus utilisable. Et il faut constater ce potentiel de minimis à nouveau à l'échelle de l'entreprise unique, donc à l'échelle d'un groupe dans le droit européen. Autre avantage, c'est qu'en général, c'est plutôt 50% d'intervention. Par contre, son gros inconvénient, c'est quand même un niveau d'intervention qui reste très mesuré, puisque pas plus de 200 000 euros sur 3 exercices glissants. Sur le premier cas de figure, quand le programme environnemental est l'objectif premier, on a une règle à la protection de l'environnement, qui est une règle qui est extrêmement intéressante, on va le voir après, mais qui est technique, puisque son gros avantage, c'est la question de son taux de soutien. On parle de 30 à 50%. Mais c'est 30 à 50% non pas de vos montants investis, c'est 30 à 50% du ce qu'on appelle le surcoût environnemental. Vous mettez ça dans un petit coin, je vais passer par un cas, un exemple après pour vous expliquer cette logique de surcoût environnemental. Et l'autre élément intéressant, c'est que cette règle n'est pas plafonnée dans son montant. Mais la question de des dépenses éligibles peut être un petit peu dure parfois à bien normer, bien catégoriser en amont par rapport à cette logique de surcoût environnemental. La règle à R&D innovation, donc là, c'est j'ai un projet dans lequel j'ai des verrous techniques, scientifiques, où j'ai une rupture par rapport au marché, c'est bien, on va pouvoir emmener effectivement cette règle dérogatoire. Par contre, attention, on va osciller entre 25 et 100% des dépenses éligibles. Alors le 100%, c'est pour de la PME, de la TPE, avec des questions de recherche fondamentale, c'est rare. Donc prenez plutôt un taux moyen entre 40 et 50% sur les questions de ces règles à R&D. À nouveau non plafonné. Par contre, attention, la question des dépenses éligibles, ce n'est pas vos investissements, ça va être du temps homme, ça va être le coût des prestataires, ça va être les temps d'essai, de thèse, de prototypage, les coûts des laboratoires qui peuvent être à côté de vous, mais aussi les dotations aux amortissements de ce qui va servir pour ces projets de R&D innovation. Donc, quand l'entreprise investit, il peut être intéressant aussi de regarder à un moment donné s'il y a des projets de R&D innovation, parce que peut-être qu'on va pouvoir utiliser une partie des dotations aux amortissements de ces investissements qu'on va venir mettre dans l'assiette des dépenses éligibles. Je vais revenir après sur les deux dernières règles, parce qu'il y en a une des deux que vous avez bien connue, je pense, ce dernier mois, et il y en a une autre qui est une opportunité à venir. Dans le second cas de figure, donc le programme environnemental comme caractéristique secondaire, on a une règle à la PME, donc qui est bien parce qu'à partir du moment où je suis PME, je peux la mobiliser, le financeur public peut l'utiliser. Elle a un inconvénient, c'est qu'en général, on ne pourra pas dépasser 10 à 20% d'intensité sur les investissements. Plus l'entreprise est petite, plus le taux d'intensité peut être important, c'est-à-dire qu'on sera plutôt à 20, et dès qu'on n'est plus une très petite entreprise, mais une moyenne entreprise dans le droit européen, le taux bascule à 10%. Donc c'est bien parce que toute PME peut l'utiliser, c'est moins bien parce que le taux d'intensité n'est pas non plus un taux qui peut être extrêmement intéressant, d'autres taux peuvent être plus intéressants dans l'utilisation des règles dérogatoires. On a une règle qu'on appelle AFR, aide à finalité régionale. Dit autrement, il y a une carte de France qui existe avec les différents territoires. Hypothèse 1, je suis sur un territoire normé AFR, je peux utiliser cette règle et ça va pouvoir permettre de mettre en place une façon et ou de bonifier un taux de soutien quand je suis une PME. Et quand je suis une grande entreprise ou une ETI, pour utiliser cette règle AFR, il y a deux conditions à respecter, soit la création d'un nouvel établissement, soit une diversification d'activités, donc un changement de code APE. Alors, c'est des cas qui sont rares, qui sont malgré tout utilisables, et cette règle AFR permet des interventions qui vont osciller entre 10 et 35% selon la taille de l'entreprise. Une règle que vous devez connaître, et en général, j'espère bien maîtriser, pour moi c'est extrêmement important que vous la maîtrisez bien, c'est la règle à la transformation des produits agricoles, où on parle de 10 à 40% de taux de soutien. Encore faut-il savoir si vous êtes dans le champ de cette transformation agricole, et pour ça, il faut voir ce qui rentre dans vos usines et ce qui sort de vos usines. Il faut que les produits soient référencés à l'annexe 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, et chaque région définit est-ce qu'on est à 50, 70, 80% de matières premières entrantes. Et pareil, regarde ce qui sort avec des taux qui vont être différents. Donc, région par région, c'est entre autres cette règle qui définit l'utilisation des fonds FEADER dans les régions. Donc, c'est important de bien la connaître et la maîtriser. Et elle change d'une région à l'autre. Et après, on a deux autres règles dérogatoires qui étaient mobilisables, quelle que soit la lecture dans le projet. On a eu la règle ATML Covid-19, donc cette fameuse règle Covid-19, qui a d'abord été mise en place en 2020, qui a vécu jusqu'au 30 juin 2022, pour lequel le plafond d'aide était à 800 000 euros, puis 1,5 million, puis 2,3 millions.
et un taux de soutien qui a pu vivre jusqu'à 80%. Aujourd'hui, cette règle n'est plus utilisable, n'est plus mobilisable. Donc, elle était intéressante parce que toute entreprise, à partir du moment où on avait un impact crise, pouvait utiliser la règle dérogatoire. Aujourd'hui, ça, il faut mettre une croix dessus, elle n'existe plus. Par contre, on a une autre règle qui a été votée en avril 2022 qu'on appelle reprise durable. Cette règle qui est extrêmement intéressante parce que va faire vivre de nombreux dispositifs de cahier des charges, d'appel à projet, on va pouvoir la retrouver demain dans différents dispositifs. Son avantage, c'est elle est applicable à toutes les entreprises, toutes les industries, à partir du moment où on a une transformation écologique d'un site industriel, c'est-à-dire que l'investissement visé va permettre des transformations. On est sur un taux de soutien qui va évoluer entre 15 et 35%. Cette règle de reprise durable est cumulable avec une règle AFR, par exemple. Donc, on va avoir des taux qui vont pouvoir se bonifier. Et on a un plafond d'aide par entreprise qui est à 70 millions d'euros. Donc, on a largement de la place, mais il est prévu aussi d'utiliser cette règle sur des projets extrêmement structurants, entre autres des implantations industrielles ou des refontes industrielles complètes. Et le gouvernement, dans la notification qui a été faite par la Commission européenne, avait prévu d'utiliser 7 milliards d'euros sur cette simple règle dérogatoire, donc ce régime juridique, à origine jusqu'au 31/12/2022, et ça a été porté au 31/12/2023 dans la dernière évolution du dispositif au niveau de la Commission européenne. Donc quand on a compris l'utilisation de ces différentes règles dérogatoires, on a la capacité d'évoluer, d'être agile dans la lecture que fera le financeur public d'un projet et aussi dans la rédaction d'un projet sur ces différentes aspérités. Je vais revenir sur la logique de la règle à la protection de l'environnement et de cette question du surcoût environnemental. Je passe par un cas qui n'est pas un cas dans l'agroalimentaire, mais c'est aussi voulu de ma part de le faire comme ça. Là, on a une société qui fabrique des routes, des autoroutes, qui a eu différents projets. Dans ces projets, on a les projets 1 et 3, qui sont des projets soit d'automatisation, de robotisation de certains procédés ou de modernisation de certains procédés. Et donc, on est allé chercher à l'époque le guichet industrie du futur sur une règle Covid-19. On n'a pas déplacé le plafond à 2,3 millions. Voilà, ça c'est plutôt sécure, bien emmené. Mais comme on est sur une entreprise, on n'est pas sur une PME. Il n'y a pas de R&D dans la grosse partie du projet qui est la déconstruction, reconstruction d'une tour d'enrobé. On n'est pas sur un territoire normé au niveau européen type zone AFR. Donc la seule règle dérogatoire qui nous restait à l'époque, pour monter de façon conséquente sur des montants importants, c'était la règle à la protection de l'environnement. Et dans cette règle à la protection de l'environnement, dans cette logique de surcoût environnemental, en général, le financeur public se réfère à ce qu'on appelle une solution de référence. C'est-à-dire, je fais un investissement de 100 qui va avoir des caractéristiques environnementales importantes, mais par rapport à une norme environnementale, peut-être que le coût théorique aurait été 60. Et dans un cas comme celui-ci, ma solution de référence, c'est le coût à 60, et donc c'est la différence qu'on appelle le surcoût environnemental, donc les 60 à 40, qui vont être soutenus à hauteur de 30%. Donc c'est ce qu'on a fait avec cette société. On est allé effectivement dire que le fait de déconstruire, reconstruire une tour, globalement, c'était à peu près 10 millions d'euros d'investissement, 9,5 millions, mais que si elle avait souhaité maintenir la tour en état sur X années, il aurait fallu réinvestir. Et c'est donc la différence entre ces 9,5 millions et le coût de ce surinvestissement qui nous a permis de calculer la base de dépenses éligibles pour utiliser la règle à la protection de l'environnement et obtenir sur cette, globalement 30% de soutien, les 2,8 millions en subvention sur un appel à projet décarbonation de l'industrie. Donc voilà, cette logique de surcoût environnemental est importante à bien comprendre parce que quand vous emmenez, vous, un projet à un financeur public et si vous appuyez fort sur la question de l'impact environnemental, de la transition écologique liée à vos projets, il faudra toujours une solution de référence. Donc soit elle existe, soit elle n'existe pas. Et quand elle n'existe pas, il va falloir aller démontrer aux financeurs publics en quoi vous allez faire mieux et ça va vous coûter plus cher par rapport à une situation de fait référence que vous allez pouvoir définir vous-même. Et ça, c'est une agilité qui est un peu particulière dans les dossiers qui sont amenés aux financeurs publics. Je vais m'arrêter là pour aussi pouvoir reprendre quelques questions-réponses. Merci Franck. Bon, il n'y a pas de questions pour le coup pour l'instant sur cette deuxième partie parce que je pense que c'est aussi moins
moins l'urgence du moment. Ouais, j'en ai bien conscience. Mais et c'est important de construire aussi, bien sûr. Ouais. Élément important, hein, dans toutes ces logiques de financement public sur les projets offensifs, aide par aide, vous serez toujours bridé, dans la majorité des cas, les quelques exceptions, au montant des quasi-fonds propres de l'entreprise qui fait la demande. Donc si à un moment donné, et entre autres par les temps qui courent, vous voyez que vous avez un ralentissement d'activité, une hausse importante de charges, des bilans qui vont se dégrader, attention, si vous détruisez trop de capitaux propres ou de quasi-fonds propres, vous allez aussi diminuer potentiellement votre base d'accueil de financement public. Donc soit vous serez écrité, soit le financeur public dira bah, écoutez, vous n'avez pas des capitaux propres suffisamment importants et forts pour accueillir l'aide publique que vous demandez, donc je reste en retrait le temps que vous trouviez une solution pour vous renforcer d'un point de vue financièrement vos quasi-fonds propres. Donc là, après, il y a des astuces qui peuvent être mises en place, mais c'est important. On a connu le phénomène au moment du début de la crise Covid, avec des entreprises qui n'ont pas réagi ou pas mobilisé certaines aides pour éviter trop d'impact sur leur bilan. Et quand elles sont arrivées en sortie de crise, elles avaient détruit un petit peu de valeur. Et donc, du coup, la question des quasi-fonds propres pouvait être un point douloureux dans des dispositifs de financement public. C'est important de bien l'anticiper pour bien gérer correctement les demandes qui vont venir dans les 6 mois, 1 an, demain, par rapport à la question de la stratégie des projets d'entreprise. C'est important de le noter, en effet. On n'aide que les riches. C'est le droit européen, en tout cas, qui ne permet pas, sous cette logique, ou très peu, de soutenir les entreprises reconnues en difficulté. Et deux, la logique du plafonnement au quasi-fonds propres, c'est aussi de dire, moi, financeur public, je n'ai pas à prendre plus de risques que les actionnaires d'entreprise. C'est un peu la logique qui est là. Il ne nous reste que 4 minutes du coup, mais juste, on peut en profiter pour rappeler du coup plusieurs choses. Déjà, merci Franck parce que c'est costaud, j'avoue, mais c'était éclairant. Il y a je ne sais pas si tu peux peut-être fermer ta présentation et regarder les questions parce qu'il y en a certaines auxquelles on n'aurait pas répondu. Je reviens sur le calcul d'aide des factures septembre-octobre. Le calcul du seuil de 3% est bien charge 2022 sur CA 2021. Oui, tout à fait, c'est bien ça. C'est effectivement dans la version de mars à octobre, de mars à août, on comparait chiffre d'affaires 2021 et charge 2021 en conditions d'accès. Mais sur la version de septembre-octobre, on compare bien chiffre d'affaires 2000. Je me le remets, hein, parce que même moi, il ne faut pas que je fasse d'erreur, je m'en voudrais de me tromper. On est bien sur effectivement comparaison du chiffre d'affaires septembre-octobre 2021. Attendez, pardon. Oui, c'est bien le chiffre d'affaires de septembre-octobre 2021 qu'on compare aux charges de 2022. Excusez-moi, je ne voulais pas m'inverser dans les deux. D'accord. Donc, charge 2022, VS chiffre d'affaires 2021. D'accord. On a une question sur le temps moyen d'instruction pour les aides offensives, donc la deuxième partie de ta présentation. Ça va être extrêmement variable d'un financeur public à l'autre, que ce soit un dossier qui passe à l'agence bio, à l'ADEME, à la région ou au BPI, on a des temps d'instruction qui ne sont pas les mêmes. On va considérer entre le moment où je dépose un dossier bouclé, finalisé à un instructeur, on va prendre un temps moyen de 4 mois. Après, les projets les plus structurants, les plus gros, peuvent être plus longs. On a parfois des instructions qui vont durer 8-12 mois, mais parce qu'on parle en dizaines de millions d'euros d'aide, voire en centaines de millions dans certains cas. Et là, effectivement, le financeur public regarde, il cherche à se rassurer sur si je mets 1 euro ou 10 millions d'euros en subvention sur ce projet, quels sont les impacts, où sont les créations de valeur, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'évaporation de l'aide publique? Et en ça, le dossier va être très exigeant et on va beaucoup se faire challenger sur les instructions de dossier. Et ça ralentit mécaniquement.
mais quand c'est bien emmené, c'est des démarches qui se font très très bien. Allez, dernière question avant de conclure. Comment va être appliqué l'amortisseur électricité? Quelle réduction cela va-t-il impliquer? Là, je fais joker. C'est-à-dire que j'attends les textes définitifs pour répondre parce que la semaine dernière, il y avait encore des débats à l'Assemblée nationale. On commence à y voir clair, mais je vais attendre un texte définitif pour me prononcer. Mais de ce que j'entrevois, on va être sur un impact autour de 25% sur les factures d'électricité. Mais voilà, encore une fois, je le prends avec précaution. On vous tient au courant tout à l'heure, de toute façon, puisque c'est quelque chose qui est suivi par les affaires publiques à l'ANIA. Avant de conclure, donc, vous allez recevoir le support de présentation. Franck me l'a déjà envoyé, je vous l'envoie dans la foulée. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir. Si vous avez des questions, les équipes d'ABF Décision sont à votre disposition pour un échange préliminaire complètement gratuit, au moins pour tester votre éligibilité, au moins aux différents dispositifs. Et voilà, rien d'autre à ajouter de mon côté. Merci beaucoup, Franck. Vraiment, merci beaucoup parce que ce travail de décryptage, c'est des heures de travail. Donc, merci à toi. C'était très clair. Aussi clair que ça peut l'être, étant donné que tout n'est pas encore décidé. Oui. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne beaucoup journée. et avec les équipes, on est disponible si jamais des questions. Si on peut y répondre, ce sera avec plaisir. Passez une belle journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.